Alors, nous avons maintenant Jean-Claude Bernier, qui est professeur à l'Université de Strasbourg, comme Luc, et dans la même école, à l'ECPM aussi, mais simplement que lui, il est émérite et que Luc, il est encore en activité. Et Jean-Claude va nous parler des métaux et de la stratégie avec une dimension stratégico-économique et politique qui va être intéressante. Merci, vas-y Jean-Claude. Merci. Bonjour. Au cours de cet exposé, nous allons essayer d'examiner les contributions de la chimie à la production des métaux, pas toujours rares, mais souvent indispensables à notre vie quotidienne et donc parfois stratégiques. Alors voici un tableau de Mendeleïev un peu particulier. Il date d'il y a quelques années et il a été montré lors du World Material Forum qui se tient chaque année à Nancy. Les cases des éléments, comme vous le voyez, vont du rouge violet foncé au jaune, plus ou moins clair, en fonction de leur difficulté d'approvisionnement que l'on appelle criticité. On peut voir que le cobalt, l'étain, le tungstène, les terres rares posent de réels problèmes d'approvisionnement, suivis par le cuivre, le nickel et le zinc, un peu moins, mais depuis 2022, d'autres s'y sont associés. En particulier, ils sont 13 maintenant, avec le lithium, le manganèse, le titane, le palladium, sans compter le carbone, mais sous sa forme graphite, propriété et de qualité électronique. Et pourtant, si vous regardez l'abondance de ces métaux dans les croûtes terrestres, vous exprimez ici en échelle logarithmique par rapport à la référence du silicium, qui est le plus abondant. Vous voyez qu'à part les métaux très précieux, du côté de la mine du platine, quelque part par ici, ces éléments ne sont pas moins rares, moins abondants dans les roches, en particulier les terres rares, qui finalement ne sont pas plus abondants ou plus rares que d'autres. Alors, quelles sont les raisons de ces risques de criticité ? Eh bien, on peut en citer au moins 8. La demande, qui a augmenté énormément. La diminution de la richesse, de la concentration des minerais, qui entraîne des coûts d'investissement et d'exploitation considérables. Les concentrations dans quelques zones géographiques particulières. Des raisons géopolitiques à partir d'États qui veulent en faire un commerce important, la transition écologique pour certains métaux et le besoin toujours grand pour le numérique. J'ajouterai également une raison un petit peu sociologique, c'est-à-dire qu'on ne tient pas tellement à avoir une mine au bout de son jardin. Alors, nous allons voir quelques exemples pour illustrer ces 8 raisons. La première est celui de l'aluminium. Vous voyez que ce n'est pas un métal qui peut être classé critique, quoique, il y a quelques années, il y a eu des problèmes, en particulier pour les nouvelles rames de TGV en aluminium, où on n'arrivait pas très bien à se fournir en tôle d'aluminium. Alors la courbe de gauche montre, pour ce métal qui est relativement jeune, puisqu'il a été découvert à la fin du 19e, la consommation d'aluminium a suivi globalement la courbe d'augmentation de la population pour atteindre actuellement une demande de plus de 70 millions de tonnes d'aluminium par an. Avec, à droite, une courbe qui vous montre les soubresauts du cours de l'aluminium, avec un premier pic en 2018, avec le coup d'État en Guinée, qui est le principal fournisseur de bauxite. Et puis maintenant, vous voyez des allures aux alentours de 3 à 4 000 dollars la tonne, qui sont des valeurs élevées, vu qu'il y a eu des petits problèmes de marché, notamment avec l'aluminium qui vient de Russie. Alors, deuxième raison, l'appauvrissement des minerais. Comme au cours du XXe siècle, par extraction, on a extrait autant de tonnes de métaux que dans tous les siècles précédents, inévitablement, les teneurs en minerais
exploitables se tarissent. L'exemple du nickel à droite est particulièrement parlant. On est parti de 8 à 6% pour les minerais au début du XXe siècle, et 100 ans après, nous sommes à des valeurs de l'ordre de 2 à 1,5%. C'est un peu général pour tous les autres métaux que vous voyez à gauche, le cuivre, l'argent. Je ne parlerai même pas de l'or. Évidemment, avec l'épuisement des minerais, les frais d'extraction, les frais d'enrichissement, les frais de traitement, creuser plus profond, enrichir par hydrométallurgie des tonnages toujours plus importants, tout cela coûte cher. Les spécialistes disent que l'on a quasiment mangé notre pain blanc au cours des siècles et que l'on va se heurter à droite à la barrière minéralogique. La barrière minéralogique, c'est-à-dire la teneur minimale dans un filon exploitable en dessous de laquelle il n'est plus possible, pour des raisons de dimensionnement, des raisons de coût, de l'exploiter. L'exemple du cuivre est symptomatique. Vous voyez à gauche, il frise en 2002 les 10 000 $ la tonne. Ce prix reflète une demande croissante du cuivre, mais également la difficulté des investissements dans de nouvelles mines. Autre raison, la concentration et la production dans quelques pays qui dominent le marché et qui font une pression à la fois financière et politique sur les approvisionnements. Vous voyez à gauche, pour l'extraction du cuivre, le Chili, en dessous l'Indonésie pour le nickel, la République démocratique du Congo pour le cobalt, et dans quelles conditions que vous connaissez, l'Australie pour le lithium, et bien sûr la Chine pour les terres rares. À droite, vous voyez aussi les traitements, et vous voyez aussi que la domination chinoise est très importante pour le traitement et la mise sur le marché. J'attire également votre attention sur le fait qu'aucun pays européen n'est présent de façon notable et que nous sommes donc très vulnérables aux risques géopolitiques, comme l'Allemagne le fut récemment avec le gaz russe. D'autant que la transition énergétique dont on a parlé ce matin, dont l'Europe se veut le champion, a accéléré les demandes en matériaux de haute technologie. Deux exemples. À gauche, la mobilité électrique. Vous voyez qu'une voiture électrique contient à peu près 5 fois plus de métaux sensibles qu'une voiture thermique, notamment le cuivre, bien sûr, mais vous avez également le nickel, le lithium, le manganèse. Pour les éoliennes, c'est à peu près pareil. Les éoliennes, pour l'énergie renouvelable, consomment également pas mal de métaux, surtout l'offshore, qui, pour des raisons de moindre entretien en mer, en comporte plusieurs dizaines de tonnes. Moins pour les éoliennes terrestres, mais vous voyez bien plus que pour les centrales thermiques classiques au gaz ou au charbon. Ces évolutions entraînent les experts à des prévisions affolantes pour tenir le Graal du zéro carbone en 2050. Alors ces figures donnent la multiplication de la demande pour 2030 et 2050. Alors on a vu déjà ce matin quelques facteurs multiplicatifs. Bien, vous voyez que ces figures donnent la multiplication des demandes pour 2030 et 2050. On a des facteurs de multiplicité de 2 à 15 pour des échelles de 1 kilotonne à 250 kilotonnes, avec parfois, pour certains métaux, l'impossibilité de savoir si les réserves prouvées seront capables de satisfaire ces demandes. Alors nous avons tous un ou plusieurs ordinateurs ou tablettes, bien sûr aussi un téléphone portable. Ces instruments de nos vies de tous les jours comportent une quarantaine de matériaux et de métaux. Leur taux parfois reste infime par rapport au poids total, compris entre 0,01% et 0,02%, c'est-à-dire de l'ordre de quelques centaines de milligrammes pour l'or, pour le palladium, etc. Mais multiplié par des milliards
d'ordinateurs et de smartphones, vous voyez que l'on arrive très vite à des centaines de tonnes. Abordons maintenant la chimie de quelques métaux et tout d'abord la contribution de la chimie à un métal qui n'est pas très rare, mais qui peut être stratégique et qui sera demandé de plus en plus pour la légèreté des moyens de communication, par exemple. Alors, vous voyez que l'aluminium vient de la bauxite, qui est un mélange d'alumine et de silicate de fer. On traite donc dans d'énormes réacteurs par la soude et on sépare à ce moment-là l'hydroxyde d'aluminium de l'hydroxyde ferrique qui va donner les fameuses boues rouges qui ont entraîné quelques polémiques de par le monde. Après séchage, la poudre d'alumine est dissoute à 950 degrés dans un mélange de fluorure, l'acryolite et du fluorure de calcium. L'électrolyse se passe dans des cuves en carbone avec des électrodes en graphite et donne à ce moment-là de l'aluminium fondu et du gaz carbonique, CO2, à cause de la réduction d'alumine. Avec un très bon rendement Faraday, on consomme entre 11 et 12 mégawatts par tonne. Alors c'est une industrie électro-intensive. C'est pourquoi Pechiney, en France, s'était installé près des barrages hydrauliques des Pyrénées et des Alpes. L'aluminium de seconde fusion, lui au contraire, utilise bien moins d'énergie et ne dégage pas de CO2, puisqu'on a à peu près 3 mégawatts, c'est-à-dire à peu près 4 fois moins d'énergie pour la fusion, et aucun dégagement de CO2. En France, à peu près 60% de l'aluminium est recyclé. Ça n'empêche pas les grands industriels de l'aluminium, Pechiney, puis Alcoa, Rio Tinto, Alcan, depuis plus de 30 ans. J'ai suivi cette opération depuis les années 95 à peu près. Et on a cherché à faire de l'électrolyse sans dégager de gaz carbonique. Et donc réduire l'aluminium avec une électrode inerte. Alors ces électrodes inertes, on y est arrivé à peu près en 2022, donc 30 ans après pratiquement, avec des cuves d'électrolyse avec des anodes inertes qui sont en général des céramiques à base de ferrite, de type ferrite de nickel substitué. Et on prépare l'aluminium dit vert. Plusieurs tonnes d'aluminium dit vert ont été préparées au Canada par une société mixte, Elysis, où Pechiney, enfin c'est plus Pechiney maintenant, Rio Tinto et Alcoa sont en co-entreprise, et on fait des tonnes d'aluminium vert avec de l'électricité venant des barrages hydroélectriques du Canada. Alors pour le nickel, alors là, grâce aux mines de Nouvelle-Calédonie, la France est dans le top 10 de production industrielle. Alors les minerais étaient soit sulfurés comme la garnierite, mais maintenant c'est plutôt la latérite qui peut être exploitée si elle contient un peu plus que 1,3 à 1,5% de nickel et de cobalt. Alors après broyage et enrichissement par flottation et hydrométallurgie, on dissout le minerai sous pression par l'acide sulfurique à 250 degrés et ensuite on opère toutes les précipitations. C'est-à-dire on élimine d'abord le calcium, ensuite le magnésium, les autres impuretés pour obtenir in fine des solutions qui contiennent le nickel et le cobalt. Ces solutions peuvent être affinées par séparation liquide-liquide et par des précipitations spécifiques des hydroxydes de nickel et des hydroxydes de cobalt. Alors le cuivre. Il est surtout obtenu à partir du minerai sulfuré, la chalcopyrite, qui est un mélange de sulfure de fer et de sulfure de cuivre. Donc toujours la même chose, par flottation et par hydrométallurgie, on enrichit le minerai et ensuite on grille les sulfures pour obtenir un mélange d'oxyde et de sulfure que l'on fond à haute température pour obtenir ce que l'on appelle la matte, que l'on va progressivement débarrasser du fer pour obtenir un mélange de cuivre et d'oxyde de cuivre que l'on appelle blister, que l'on va purifier in fine
pour obtenir du cuivre à 99,5%, qui va constituer les anodes, puisqu'on va raffiner par électrochimie, et donc on va le mettre à l'anode, et à la cathode, on va récupérer un cuivre à 99% pour les usages multiples que vous connaissez bien, les fils conducteurs, les contacts électriques, voire les alambics pour distiller du schnapps. Cette figure-ci montre une installation intégrée de chimie extractive du cuivre. On récupère, alors vous avez le premier stade par flash smelting à droite, où vous avez la matte, la fusion de la matte, mais on récupère les vapeurs d'oxyde de soufre, SO2, pour une installation d'acide sulfurique qui servira ensuite à dissoudre le cuivre pour faire l'affinage électrolytique. Alors vous voyez que cette figure, elle montre les nécessaires et très lourds investissements qui doivent être faits pour exploiter, traiter, séparer, affiner le métal. C'est des investissements qui sont rentables à partir du moment où le marché est porteur. Pour le cuivre, pour l'instant, c'est pas mal. Alors, une méthode plus douce qui a été trouvée grâce à des bactéries un peu extrémophiles. C'est des bactéries sulfato- et oxydoréductrices, car elles vivent dans des milieux acides et parfois jusqu'à 100 degrés. C'est un moyen élégant de valoriser les montagnes de déchets qui résultent de l'enrichissement des minerais et qui, ces déchets étant trop pauvres pour être exploités par voie chimique normale. Alors l'exemple ici est issu de la valorisation de déchets de minerais de cuivre, et on permet de récupérer le cuivre dans des déchets qui contiennent à peine 0,4% de cuivre. On peut obtenir des quantités appréciables. Alors le BRGM met au point de nouvelles méthodes dites hydrobiométallurgie, avec des nouvelles bactéries qui pourraient s'appliquer à d'autres déchets miniers. C'est une méthode douce. Alors le lithium. Alors voilà un métal qui avant était utilisé simplement pour les verres et quelques médicaments. Depuis la découverte des batteries en lithium et surtout la commercialisation de ces batteries, son intérêt et sa production ont été multipliés par 10, ainsi d'ailleurs que le prix du carbonate de lithium. Alors, deux sources de lithium. La première est un silicate double, le spodumène, qui est LiAlSi2O6, exploité notamment en Australie, qui est le premier producteur. Alors, avec des surfactants adaptés, qui d'ailleurs viennent de chez Arkema, par flottation, on enrichit le minerai en spodumène, et parfois le spodumène est directement utilisé en tel quel en verrerie. Mais pour répondre aux besoins des gigafactories, ce minerai est enrichi, doit subir un traitement chimique, après décrépitation, parce que le spodumène a deux formes cristallines, et l'une qui chauffée donne une forme cristalline avec un volume nettement différent, et donc simplement par chauffage, on peut obtenir une poudre. On attaque cette poudre par l'acide sulfurique, ensuite lavage pour récupérer le sulfate de lithium, et enfin précipitation des carbonates par ajout de carbonate de sodium. Tesla, au Texas, à côté de sa gigafactory, a installé une usine qui travaille à la purification du spodumène pour obtenir le lithium pour sa gigafactory. L'autre source, ce sont les salars de la cordillère des Andes, au Chili ou en Bolivie, qui sont d'immenses champs salins, on profite du soleil, comme à l'île de Ré d'ailleurs, et l'évaporation des saumures naturelles pour précipiter le sel, d'abord le chlorure de potassium, puis les saumures enrichies en lithium sont descendues sur la côte chilienne, à Antofagasta, où on effectue la précipitation du carbonate ou de l'hydroxyde, qui est ensuite envoyé par bateau vers les fabricants de batteries, mais surtout vers les affineurs. La qualité électronique nécessite effectivement plusieurs stades d'affinage après ça, de purification pour éliminer les traces de calcium,
les traces de magnésium, éliminer les restes de sulfate et des borates. Ce raffinage assez coûteux est principalement fait en Chine, en Russie et aux États-Unis. Alors cette extraction par les saumures exige beaucoup d'eau et vous avez eu connaissance des plaintes et des dégâts sur l'environnement sur les hauts plateaux andins et l'épuisement des nappes phréatiques. Et donc ça conduit les sociétés d'exploitation, ici notamment Eramet, à mettre au point une technique d'échange cationique sur résine ou alumine qui fixe le lithium et ensuite on peut réinjecter les saumures débarrassées du lithium dans le sous-sol et rétablir à ce moment-là l'équilibre hydrique. Alors cette solution, obtenue par élution des résines, est ensuite concentrée et par purification donne un hydroxyde ou un carbonate de bonne pureté. Alors ce procédé peut être exploité en Europe, et particulièrement dans le fossé rhénan, dans le Bade-Wurtemberg et en Alsace, en couplant une station géothermique profonde avec ce procédé de récupération du lithium sur résine ou sur alumine, avec des concentrations inférieures à 0,5%, même, je crois, parfois à 0,1%. Plusieurs exploitations et un pilote laissent à penser que près de 10% des besoins lithium en France et en Allemagne pourraient être obtenus de cette façon. Parlons maintenant de matériaux spécialement précieux pour la high-tech, les terres rares. Dans le tableau périodique, vous les voyez, ils sont 14, du lantane au lutécium, dont les propriétés chimiques sont très voisines, elles sont réglées par la couche électronique 4F. Ils ne sont pas tellement rares, mais ils sont souvent obtenus en faible quantité à partir de l'exploitation d'un autre majeur, d'un autre métal. Et donc, ils sont difficilement extraits et surtout difficilement purifiés à cause de leurs propriétés extrêmement voisines. Alors, le problème pour les terres rares, c'est que, malheureusement, elles sont mal réparties sur la planète. La Chine et la Russie en capitalisent sur leur sol à peu près les 2/3. Et la Chine, plutôt que d'exporter les oxydes, a trouvé plus intelligent et plus intéressant d'exporter des produits à plus forte valeur ajoutée, comme les aimants ou les photophores qu'on utilise dans les lampes LED, et les alliages. De telle sorte que la Chine, comme vous le voyez, monopolise près de 80% de la production actuellement, mettant notamment le secteur automobile dans une dépendance gendereuse, car sur la figure de droite, vous voyez qu'on utilise des terres rares pour pas mal de choses, les pots catalytiques, les additifs au carburant, les écrans, et surtout pour les véhicules électriques, comme on l'a déjà vu, pour les moteurs à base d'aimants néodyme-ferbor. Alors, le schéma suivant donne le principe de séparation des terres rares. C'est un schéma qui est directement inspiré du protocole du procédé Rhône-Poulenc, maintenant Solvay, qui, dans les années 70, a vraiment été le champion mondial de la séparation et de la production des terres rares. Donc, extraction des minés, broyage, enrichissement, hydrométallurgie, dissolution acide, séparation spécifique, purification et séparation par liquide-liquide et calcination. Alors, j'aimerais maintenant vous parler du coût des métaux. Voilà le schéma. Oui. Donc, suspension, attaque, séparation des terres rares par liquide-liquide, ensuite calcination, filtration et calcination. Voilà la batterie des séparateurs à La Rochelle. Le coût des métaux. L'industrie minière, métallurgie, la chimie, ce sont des industries capitalistiques, exigeant de gros investissements et électro- ou gazo-intensives, c'est-à-dire consommatrices de beaucoup d'énergie. Sur ces figures sont donnés plusieurs exemples. À gauche, pour obtenir 1 kg de cuivre à partir d'un minerai à 0,5% de cuivre, on doit dépenser dans les mines 48 mégajoules
Pour le traitement du minerai, 70 mégajoules. Pour le traitement et la purification chimique, 10 et 5 mégajoules, ce qui fait de l'ordre de 38 kWh par kilo. À droite, quelques exemples de l'énergie exigée en moyenne par kilo, de 1000 à 100 000 mégajoules, du lithium à l'or ou au tantal. Devant cette débauche d'énergie, et vous pouvez vous poser une question intéressante, la question du recyclage et d'une économie circulaire. Car contrairement au gaz et au pétrole, un métal ne disparaît pas. Après que s'en soit servi, on peut théoriquement l'utiliser et le recycler à l'infini. En fait, c'est un peu plus compliqué. Sur le tableau périodique de gauche, vous voyez pas mal de cases en bleu qui sont les éléments pour le recyclage et appréciables de l'ordre de 40 à 50%. Vous voyez à droite les économies d'énergie que l'on peut faire avec ces métaux recyclés. Près de 92% de l'énergie pour l'aluminium, 90% pour le cuivre, 90% pour le nickel, 98% pour l'argent, puisque là, on n'a à dépenser que l'énergie pour le collecter et le fondre. Mais vous voyez aussi à gauche beaucoup de cases rouges, marron, où le recyclage est quasi inférieur à 1%. 3 fois, hélas, pas mal d'entre eux sont nécessaires à nos usages high-tech. Alors regardons un petit peu nos déchets TIC. Vous avez dans vos placards des tonnes de déchets de télécommunications ou de télévision. Dans cette mine à ciel ouvert, un certain nombre de métaux sont récupérés. Le cuivre, l'argent, l'or, des contacts électriques en outre. Par contre, les autres, peu ou pas. Vous voyez toute une série de métaux et de composés et d'éléments recyclés, même pas à moins 1%. Alors les raisons en sont diverses. Une concentration faible et assez dispersée, je dirais le coût du recyclage, la pureté non électronique obtenue sur les métaux recyclés, des bonnes raisons qui devraient inciter à des programmes de recherche importants, intelligents, pour trouver des procédés efficaces et surtout rentables économiquement. À moins que n'intervienne l'injonction européenne, comme pour les plastiques, en imposant un pourcentage de matières recyclées dans les instruments. Ici, les batteries au lithium. L'Europe veut imposer 45% de recyclés en 2025, c'est demain, et quasi les 2/3 en 2030. C'est pourquoi plusieurs grands groupes spécialistes des déchets et de la chimie se mettent en route en France et en Europe. Le challenge n'est pas facile. Regardez la figure de gauche. Après collecte, il faut décharger la batterie sous peine d'incendie. On trie ensuite pour avoir des lots homogènes. On sépare les lithium-cobalt, des cobalt-nickel-manganèse-lithium, des phosphates de fer-lithium, etc. Avec ces lots homogènes, on les broie sous gaz neutre, on brûle les polymères ou on les récupère, ou on les dissout sous CO2 critique, sous gaz carbonique critique, puis on sépare les électrolytes et les métaux libres par séparation magnétique. On récupère à ce moment-là ce que l'on appelle la black mass. Cette black mass, on va la traiter par acide, on va la dissoudre et on obtient une solution de sulfate métallique que l'on va séparer par précipitation sélective à pH variable, les hydroxydes. Alors plusieurs sociétés en France se sont alliées, en particulier Suez, Eramet, BASF, Orano, Paprec, SAFT, MTB, LCEA. Alors évidemment, les problèmes d'ingénierie sont nombreux, mais pour l'instant, certains pilotes et certaines usines commencent à marcher. Les plus rentables sont ceux qui récupèrent
le cobalt et le graphite, pour l'instant. Mais on espère que ça va se développer. Le tout, c'est d'avoir suffisamment de batteries ion lithium qui ont une durée de vie de l'ordre d'une dizaine d'années. Alors, ici, je serais heureux de montrer un procédé. Alors, en principe, ça devrait marcher. Alors, est-ce qu'on peut faire marcher? Ouais, c'est parti. C'est un procédé de récupération des terres rares, initialement monté pour traiter les luminophores des milliards de lampes LED que l'on va récupérer et traiter. Alors c'est quelqu'un qui vous montre à La Rochelle toute la série de batteries de décanteurs, mélangeurs-décanteurs qui marchent et qui vont marcher. Alors, ceci avait été fait à La Rochelle en 2016 pour les luminophores. Malheureusement, la Chine a, à ce moment-là, fait du dumping sur le coût des terres rares et ça a été momentanément arrêté. Mais en 2022, ça repart parce qu'on repart sur les luminophores et également sur les aimants terres rares et les terres rares des tableaux électroniques. Bon, alors un des derniers tableaux qui vous montre la fragilité de l'Europe dans la chaîne de valeur de production des métaux rares ou en général. En rouge, vous avez les ressources géologiques, l'exploration, le développement, l'extraction minière et la minéralogie, dans lesquelles nous sommes très peu présents. En dessous, la purification et le raffinage par métallurgie, là nous sommes un peu présents, nous avons des capacités. Et enfin, l'usinage, la production de composants et les produits finaux, là nous savons faire. En Europe, nous sommes présents. Alors, est-ce que l'Europe minière existe? Elle existe un peu. Vous voyez sur cette carte à gauche où malheureusement les chiffres sont trop petits, les lettres d'origine de nombreux métaux, dont cependant à gauche, la majorité des tonnages est inférieure au 1% mondial. À droite, quelques métaux pour lesquels on n'est pas ridicule, le germanium en Finlande, le gallium en Allemagne, le bismuth en Belgique, l'hafnium et l'indium en France et le strontium en Espagne. En dehors de ça, la plupart des mines sont de l'ordre du pourcent mondial. Alors même en France, il y a eu des activités minières. Nous étions le premier producteur en tungstène jusqu'en 1998, le germanium jusqu'en 1991, et nous produisions aussi l'arsenic jusqu'en 2004. Comme on vous l'a dit ce matin, il y a des permis exclusifs de recherche qui ont été délivrés par l'État, qui sont en cours, mais il y a évidemment beaucoup d'associations écologiques qui ont des recours administratifs contre ces permis d'exploitation. Et donc, nous avons également un projet de lithium dans l'Allier, où nous avons actuellement une mine de kaolin, et il y a du mica lithier en profondeur qui pourrait être exploité d'ici 2026-2027. Bien. Alors, quelle solution à proposer? En conclusion, bien, je pense qu'il faut essayer d'affranchir des dépendances géopolitiques en prenant des participations dans les sociétés et les industries minières, dans les compagnies en Australie, en Afrique, en Amérique, relocaliser en France des industries de traitement et de raffinage, développer des procédés de recyclage rentables économiquement, et enfin se lancer sur la recherche de moyens de remplacement. Vous en avez eu un exemple ce matin avec les moteurs électriques des voitures Renault où le rotor en aimant néodyme fer-bore est remplacé par un rotor bobiné en cuivre. Donc c'est un moyen de s'émanciper des aimants. Bien, voilà. Merci de votre attention.
Mais ce n'est pas des mines d'hafnium qu'on en fait, parce qu'on extrait l'hafnium du zirconium. de nos crayons de zirconium dans les centrales nucléaires. Et on n'a pas de mine d'hafnium plus particulier. Quand on est des gros fabricants de zirconium, c'est parce qu'il ne faut pas garder l'hafnium. D'autant que le prix de l'hafnium est très cher. Hein. Question. Oui, Merci Jean-Claude. Une des options ne serait-elle pas finalement de diminuer les performances des matériaux que l'on utilise en fait? Je pense aux batteries, on cherche toujours les meilleures performances, etc. Mais est-ce qu'à partir du moment où on a un système qui est robuste mais moins performant, est-ce que finalement ça ne serait pas un compromis qui permettrait d'utiliser des métaux moins... Pour l'électronique en particulier, il faut faire très attention, effectivement. En particulier, pour les contacts électriques, on a du cuivre tungstène. Pour les condensateurs multicouches, l'argent palladium. Et donc, quand on récupère ces métaux, il faut faire attention à ce que l'on reste à peu près dans les normes électroniques souhaitées, et surtout les puretés. Donc on a, pour les récupérations, pas mal de séparation chimique et de renouveau métallurgique important. C'est un petit peu comme pour les polymères. Hein. Il y a certainement des polymères qui sont recyclés, pour lesquels les propriétés sont parfois un peu dégradées. Alors on a l'exemple avec l'aluminium, hein, qu'on peut recycler 7 à 8, 9 fois, et puis après on se trouve avec trop de fer dedans, et on est obligé de repasser dans un processus de purification. Oui. L'aluminium recyclé peut s'enrichir en éléments d'alliage qui deviennent un peu gênants. Vous savez, les fameuses petites capsules pour décapsuler un canne, elle est en fer, et le reste est en alu, et donc il faut le séparer. On arrive à le séparer, mais des fois il en passe un peu à travers. Oui. Je voudrais revenir sur le lithium. Vous avez évoqué le fait que donc, les batteries vont nécessiter beaucoup de lithium. On a entendu ce matin que la production de lithium, je crois, ou c'est vous qui l'avez dit, devait être multipliée par 20 d'ici 2000, alors je ne sais plus si c'est 2030 ou 2040. Est-ce qu'il y a des possibilités de recyclage? Sinon, comment est-ce qu'on va faire pour multiplier par 20, qui est quand même un facteur gigantesque, la production de lithium, dont une bonne partie vient des salars andins, avec les problèmes en eau que vous avez évoqués? Il est clair, d'après les experts, que pour le lithium, le recyclage ne suffira jamais. Et donc, pour l'instant, d'une part, nous n'avons pas encore suffisamment de batteries ion lithium pour pouvoir avoir, je dirais, un recyclage suffisant. Et pour le reste, il est clair que si on tend vers des multiplications par 50, il faudra toujours du lithium, je dirais, initial, à partir de matières premières. Et donc, soit par les salars, soit par l'exploitation du spodumène, on en aura toujours. La seule solution, c'est d'essayer de faire le sodium. Jean-Claude, il me paraît que dans quelques années au moins, il sera obligatoire de récupérer le lithium à partir des batteries des automobiles électriques. Et aussi, ça paraît un problème beaucoup plus simple que la récupération des batteries dans l'informatique. Quel est l'état des choses là-bas? Oui, je crois effectivement que l'imposition par l'Europe d'avoir au moins un tiers de batteries recyclées, c'est très rapide, c'est très rapide. Je ne sais pas très bien comment on pourra faire, surtout si la fabrication automobile et les gens achètent beaucoup de voitures électriques. Actuellement, sur le marché européen, on est à peu près à 10% de voitures électriques. Hein? Vendues. C'est-à-dire environ
En France, ça doit faire aux alentours de 100 000 à 200 000 à peu près. Hein. En Europe, c'est plus. Mais justement, je ne crois pas qu'on puisse arriver à avoir, dès 2025, 30% ou 45% de batteries lithium recyclées, alors que finalement, on n'aura pas encore suffisamment, je dirais, de batteries vendues. Donc c'est un peu rapide, c'est ce que disait ce matin un conférencier. La marche devrait peut-être plutôt être du pentathlon plutôt qu'un sprint. J'aurais une petite question, oui. Moi, il me semble que dans le domaine notamment des cartes électroniques riches, où on peut récupérer des métaux assez rares, voire précieux, la technologie actuellement d'extraction métallurgique et de transformation est relativement mature. Par contre, effectivement, au niveau industriel, tout au moins en France, les industriels qui ont investi dans ce domaine sont relativement rares. Donc, est-ce que vous avez une certaine connaissance de savoir si ces développements industriels pourront dans le futur se mettre en place? Il y a plusieurs sociétés avec Paprec et avec Veolia qui se sont lancées dans la récupération des plaques électroniques des micro-ordinateurs et également des smartphones. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils récupèrent l'or, l'argent, le cobalt. Ce sont les métaux qui sont les plus chers. Et donc, ça rentabilise un petit peu les opérations. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, à Orléans, vous avez eu une méthode qui était assez belle. Oui. C'était de dissoudre par eau pressurisée les polymères de la plaque électronique. Et à ce moment-là, vous laissiez tous les métaux séparés. Oui, c'était une méthode très, très originale. Oui. Mais effectivement, il n'y a pas eu de suite industrielle à ce jour. Oui. Ouais. Vous n'avez pas beaucoup abordé le problème que les lieux de fabrication peuvent être très loin des lieux de recyclage. Donc l'intérêt du recyclage à ce moment-là est limité parce que le producteur, il ne fera pas venir quelque chose qui déjà coûte plus cher de loin. Écoutez, je crois que par exemple, si vous prenez l'exemple de l'usine Rhône-Poulenc, maintenant Solvay de La Rochelle, elle était à un endroit où il n'y avait pas du tout de terres rares. Mais par contre, ils venaient par bateau, les oxydes, pour avoir une séparation terre rare par terre rare. Donc une usine de séparation peut être loin d'une mine. Par contre, ouvrir de nouvelles mines en Europe et en France, là, il y avait quelqu'un du BRGM qui me disait récemment, nous n'aurons plus beaucoup de mineurs en France, mais par contre, nous aurons beaucoup de zadistes.